J'ai donc perdu mon premier bébé. Et là, c'est une grosse claque. Ah ouais, ça m'attend encore. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a ta fille, chaque fois que je lui parle, elle pleure. Ah ben vous avez une gingivite ulcéro-nécrotique. Oh. Si ça ne va pas, on devra vous faire une césarienne. J'ai dit je veux la péridurale, je n'en peux plus. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas, j'ai un pressentiment, je me dis non, il y a quelque chose qui va se passer. Et je les entends dire ze begint weg te draaien. Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, story time, on va parler de mes accouchements, de mes grossesses. Je vais un petit peu vous raconter mon parcours en tant que mère. J'ai quand même 5 enfants, donc j'ai de quoi dire. Et sachez que chaque grossesse est à chaque fois complètement différente. Et à chaque fois, on en retire bien sûr une très très belle leçon de vie, car au bout du compte, on finit par donner la vie. Ici, le but de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans les détails, c'est pas non plus de vous faire peur, ni quoi que ce soit. Donc si chez vous, vous êtes enceinte, je vous conseille pas trop de regarder ce style de vidéo. Je l'ai moi-même fait avec ma dernière grossesse, je regardais les émissions Baby Boom, et franchement, je regrette, parce qu'après, ça s'est passé pas comme il fallait. Donc, ici, dans cette vidéo, on va commencer par ma première grossesse. En fait, j'ai eu au total 6 grossesses et 5 accouchements. Donc la première grossesse, vous allez pouvoir le deviner déjà, ça s'est avéré finir par une fausse couche. J'ai donc perdu mon premier bébé. Et donc je tombe enceinte très vite après le mariage. Et là, j'ai rendez-vous tous les mois chez la gynéco pour un contrôle, pour un suivi. Et au bout du 3e mois, je vais à mon rendez-vous, tout simplement. Donc, j'ai pas de douleur chez moi, j'ai rien. Et donc, le médecin, je me souviens qu'elle avait un petit appareil. Elle essayait chaque fois d'écouter les battements du cœur du bébé. Et là, elle essaie avec l'appareil, elle insiste, et elle n'entend rien. Mais moi, je me doute de rien. Déjà, je suis jeune, je comprends rien. Et elle me dit, écoutez, on va faire une échographie de contrôle pour vérifier quelque chose. D'accord, donc je passe dans un autre local pour faire l'échographie. Et là, l'échographie, il s'est avéré que le cœur du bébé s'était arrêté. Donc le bébé était décédé. Et là, c'est une grosse claque. On se dit, voilà, j'ai pas réussi, on va dire, à tenir le bébé jusqu'au bout. En fait, on s'en veut, on se croit coupable d'avoir perdu son enfant. Or, on n'y est pour rien. C'est contre notre volonté. C'est quelque chose que malheureusement personne n'a entre les mains. L'espérance de vie. Et là, elle me dit, vous avez 2 solutions. Soit on vous fait un curetage, donc avec une sorte d'aspirateur, ils aspirent tout, ils nettoient tout. Soit on vous laisse souffrir, donc c'est-à-dire que le travail va s'engager, comme un accouchement, contraction, douleur, et vous mettez vous-même au monde votre bébé mort. Waouh! Et là, je regarde le médecin, je dis, pardon, je dis, mais il est mort. Oui, je dis, bah, faites-moi un curetage. Je n'ai pas besoin de passer par ces étapes-là. Elle me dit, oui, écoutez, nous, on se doit de vous le proposer parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils mettent au monde leur bébé mort, font mieux le deuil. J'ai dit, non, ok, moi, cette option-là, elle ne m'intéresse pas. Je veux qu'on me fasse un curetage. Et donc, on me fait un curetage. Et puis là, on commence à sombrer dans une dépression, une déprime. On s'en veut. Et alors, on culpabilise et on se dit, ouais, c'est fini, jamais j'aurai d'enfant. Voilà, là, on commence à penser négativement et on se fait du mal. On se fait du mal. Et, alhamdoulilah, Dieu merci, 3 mois plus tard, je tombe enceinte, là, de ma première grossesse à terme. Je tombe enceinte, donc, de Salima. Et tout se passe super bien. C'est la première grossesse, je suis la première enceinte dans la famille. Donc, je suis aux petits soins, on me gâte de tout, surtout les envies de femmes enceintes. On fait toujours les caprices. Donc, je suis comme une reine, vraiment comme une reine. Et là, je dépasse le terme. Je dépasse le terme et le médecin me dit, écoutez, on va provoquer parce que là, on a dépassé de 10 jours, toujours rien. On provoque l'accouchement. Donc, je rentre à l'hôpital, les douleurs commencent, tout doucement. Je fais encore les 100 pas au couloir et je me dis, oh, bah, c'est ça un accouchement. Bah, ça va, c'est pas méchant, bah, ça va, c'est pas douloureux. Parce qu'on entend toujours autour de soi que c'est une horreur, cette douleur. Et à l'époque, en fait, on avait la salle de travail et puis on avait la salle d'accouchement. Au jour d'aujourd'hui, ça a complètement changé. Tout se passe dans la même pièce. Et donc moi, je suis au couloir, je fais les 100 pas avec Majid, on marche, on discute. Tout va bien encore. Et
Du coup, je vois qu'ils emmènent une femme vers la salle d'accouchement. Ça y est, elle doit mettre son bébé au monde. Mais je la vois dans tous ses états, avec les douleurs atroces. Et puis je regarde Magid, je fais « Ah ouais, ça m'attend encore ?» Je fais « Ah ouais ?» Effectivement, hein, au fur et à mesure, là, les vraies douleurs ont commencé. Et là, je n'en pouvais plus. Tellement que je n'en pouvais plus, on m'a proposé la péridurale et je l'ai faite. Oui, j'ai profité de la médecine qui avance aujourd'hui, qui nous offre des facilités. J'ai donc fait la péridurale avec Salima et ensuite, voilà, j'ai mis au monde mon premier bébé. Je me souviens qu'à l'époque, c'est Samira, ma sœur, qui m'avait accompagnée à la salle d'accouchement. Mais j'ai des temps trop sensibles, il n'a jamais voulu assister et je respecte son choix. Du coup, voilà, et là, c'est bien sûr le bonheur, on reçoit son bébé, et puis on se dit, mais enfin, ça c'est à moi, on réalise pas, c'est incroyable comme expérience. Et puis, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu le baby blues. Alors ça, c'est une catastrophe, c'est une horreur. On fait que pleurer, limite on a l'impression d'être dans une une dépression incroyable. Et je me souviens que Magid, il venait chaque fois me voir à l'hôpital, et dès qu'il m'adressait la parole, ça y est, je fondais en larmes. Je pleurais, je pouvais plus parler. Et alors il va chez ma maman, il lui dit « Ouais, Lella, je sais pas qu'est-ce qu'elle a ta fille, chaque fois que je lui parle, elle pleure, alors que je lui ai rien fait. » Et là, ma mère lui dit « Oui, Magid, écoute, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle un baby blues. Ça touche, je crois, 80% des femmes qui donnent naissance à leur enfant. » Et là, il m'a fallu quand même une semaine pour passer le cap au-dessus donc, de ce baby blues. Et c'est très très difficile de sortir d'un baby blues, croyez-moi. Et puis voilà, je suis rentrée chez moi avec mon petit bébé, la vie continue, hein, on est très contente, on est heureuse, c'est la première fois que je suis maman, c'est un magnifique cadeau du ciel. La première fois aussi que mes parents étaient grands-parents, donc voilà, plein de belles émotions dans la famille. Et 3 mois plus tard, je tombe déjà enceinte du deuxième. On a été très vite. Et là, je tombe enceinte donc de Sofiane. Et tout va pour le mieux au début, tout se passe très bien. Donc Salima est encore un bébé simple, sage. Et c'est beaucoup aussi ma maman qui s'en occupait, parce que vu que c'était son premier petit enfant, elle la prenait souvent chez elle. Et mes sœurs aussi, voilà, elles étaient toutes tantes et oncles pour la première fois. Du coup, j'avais pas trop difficile, on va dire. Et là, la grossesse, je tombe enceinte, la grossesse avance. Et là, il m'arrive un truc incroyable pendant ma grossesse. Je suis atteinte de ce qu'on appelle une gingivite ulcéro-nécrotique. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une maladie infectieuse qui attaque les femmes enceintes. Donc, c'est le fœtus qui provoque cela. Je me souviens que j'avais un souci au niveau de la gencive. En fait, je commençais à avoir des douleurs atroces au niveau du bas de la gencive. Et on était chez le dentiste pour Magid qui suivait son traitement à cette époque-là. Et donc, lui, il devait retirer une dent. Et la dentiste lui dit, écoute, moi, j'ai pas assez de force, je vais t'envoyer chez un dentiste homme pour qu'il puisse t'extraire la dent. Ok, elle termine avec lui, je dis, écoutez, docteur, est-ce que vous pouvez m'ausculter? J'ai une douleur atroce au niveau de ma gencive. Elle me dit, oui, pas de problème. Donc, je m'installe, elle m'ausculte. Elle me dit, écoutez, je vois rien d'alarmant au niveau de votre gencive. Par contre, je vois que vous avez une angine. Et elle me prescrit des antibiotiques. Et je lui dis, écoutez, je suis enceinte. Elle me dit, ah, alors vous ne les prenez pas. Le lendemain, on va chez le dentiste homme pour que Magid puisse extraire sa dent. Et là, il termine avec lui. Je dis, écoutez, docteur, est-ce que vous pouvez m'ausculter, s'il vous plaît? Hier, j'avais mal à ma gencive du bas. Et aujourd'hui, c'est toute la gencive, donc toute ma bouche. Et c'est vraiment insupportable. Je m'installe. Et là, à peine j'ouvre ma bouche. Et il me dit, est-ce que vous êtes enceinte? Je dis oui. Ah ben, vous avez une gingivite ulcéro-nécrotique. Je le regarde, je dis, pardon? Il me dit, en gros, c'est simple. Cette maladie, si vous ne faites rien pour la soigner, eh ben, vous allez perdre toutes vos dents. Wow. Là, c'est le choc total. Il me dit, écoutez, pour ça, je vais vous envoyer chez une dentiste spécialisée dans les infections donc au niveau de la bouche. Et elle va pouvoir vous traiter. Il me donne les coordonnées, je prends rendez-vous, je vais chez elle 2 jours plus tard. Donc j'arrive chez elle et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un microscope dans son bureau. Elle était super bien équipée au niveau matériel médical. Et elle prend un tout petit peu entre mes dents, elle met donc sur ses plaquettes et elle analyse ça au microscope. Et là, elle m'allume l'écran devant moi, elle me dit, regardez. Et là, je regarde l'écran et si vous voulez, il y avait comme des bestioles, comme ça. Ça bougeait dans tous les sens et je fais, oh! Et je dis,
ça, c'est dans ma bouche? Elle me dit oui. Elle me dit, en fait, ce sont des bactéries. Et si vous ne faites rien pour détruire ces bactéries, elles vont manger votre gencive et vous allez perdre vos dents une à une. Oh, je dis quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Problème, on est enceinte, on ne peut pas prendre de médicaments. En tout cas, pas de médicaments assez forts pour gérer le souci. Et elle part pour une deuxième solution. C'est de créer une sorte de pâte dentifrice à base d'eau oxygénée et de bicarbonate de soude. Elle me donne ça, je vais à la maison, je commence à faire ma propre pâte à tartiner, là, comme ça, tartiner, ma pâte à dentifrice, et je commence donc à soigner mes dents comme ça 3 fois par jour. Et elle me dit, on se revoit dans une semaine. Une semaine après, je retourne chez elle, elle recommence la même analyse, microscope, elle allume l'écran, et là, on commence à voir, il y en a toujours, mais beaucoup moins. Ah, alors elle me dit, on est sauvé, le traitement fonctionne. Super, on a continué comme ça le traitement tout au long de la grossesse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui se promène dans ma gencive. Et là, c'était vraiment une expérience incroyable. D'ailleurs, quand mon fils a été chez le dentiste vers l'âge de 12 ans, le dentiste a insisté en disant qu'il avait une mâchoire incroyable. Et j'avais envie de dire, oui, ben, il m'a tout pris. Et depuis, j'ai tout le temps des soucis au niveau de ma gencive. Bref, là, je suis en fin de grossesse. Donc, il me reste quelques jours avant le terme. Et on apprend que ma grand-mère, paix à son âme, la rahma, a une grave maladie. Et le médecin donc, prononce déjà son pronostic vital engagé et qu'elle va pas durer une semaine. Et je me dis, oula, si ma grand-mère vient à décéder, ma mère va partir au Maroc, je serai seule, comment je vais faire pour accoucher, qui va s'occuper de la petite parce que j'ai de travail. Bref, je demande à mon gynécologue, est-ce que je peux accoucher avant le terme? Est-ce qu'on peut provoquer, s'il vous plaît, l'accouchement? Et elle me dit, oui, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, le bébé fait déjà plus de 4 kilos. C'était fameux comme bébé. Elle me dit, on va provoquer. Du coup, je rentre le lendemain, on me provoque, j'accouche. Donc ma maman a pu m'aider, mes sœurs aussi. Et pour finir, ma grand-mère a rajouté 9 mois. Je me souviens, Sofiane avait 9 mois lorsque ma grand-mère a fini par décéder. Allah rahma, paix à son âme. Et du coup, elle me provoque l'accouchement. Et là, pareil, les douleurs insupportables. Et comme j'avais goûté à la facilité, entre guillemets, avec la première grossesse, j'ai dit non, 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 non. Moi, je tiens plus là, s'il vous plaît, péridurale. Alors, on me fait une péridurale. Deuxième grossesse, deuxième accouchement, deuxième péridurale. Après, pareil, je sombre dans la dépression avec le baby blues. Hein, je n'y échappe pas. Et en plus du baby blues, il y avait ma grand-mère malade. Donc là, j'ai mis un peu plus de temps à revenir à la norme. Mais j'ai fini par m'en sortir après. Donc ici, on a 2 grossesses très rapprochées. Quand Sofiane est née, Salima n'avait même pas 1 an. C'était très difficile. Donc, c'est pas évident. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. On ne décide pas. Hein. Quand les bébés sont là, ils viennent. Et j'ai eu très, très, très difficile. C'était l'âge où Salima apprenait à marcher, où elle commençait à faire la poussée des dents. Donc, elle pleurait beaucoup. J'ai vraiment, vraiment sombré dans la déprime. C'est très difficile. Même si on a de l'aide, ça reste difficile parce que c'est une pression qu'on porte nous, en fait. Enfin, cet épisode est passé, alhamdoulilah, 2 ans plus tard, là je tombe enceinte de Soraya. Donc là c'est la 3e et à chaque fois j'en parle avec la gynécologue, je dis j'espère que ça va aller, j'espère que ça va aller. Et elle m'annonce plus ou moins une date approximative pour le terme. Et elle me dit, bah, vous allez accoucher plus ou moins fin novembre. Et alors je dis, ce serait chouette si je peux accoucher début décembre, c'est mon anniversaire. Elle me dit, bah écoutez, si vous voulez, on peut provoquer ce jour-là. Je dis, non, j'aimerais bien que ça se fasse tout seul. Elle me dit, en tout cas, je vous donne un conseil. Souvent, on dit, en tant que gynécologue, hein, ils ont de l'expérience, que le 3e accouchement, c'est le plus beau des accouchements. Et cette phrase, elle m'est restée dans la tête tout le temps, je pensais qu'à ça. Donc, si vous voulez, j'étais déjà en mood positive attitude. Et pareil, j'arrive jusqu'à la fin du terme, et là, je commence à avoir des contractions. En fait, en fin de grossesse, on vous fait un monitoring pour contrôler les battements du cœur du bébé, et en même temps, on sait aussi contrôler les contractions s'il y en a par hasard. Je rentre donc à l'hôpital pour faire un monitoring, un suivi, j'y vais, et là, l'infirmière, elle vient, elle voit donc le schéma, elle me dit, ça va, vous n'avez pas de douleur? Je dis non. Elle dit, parce que vous êtes en pleine contraction. C'est quand même des contractions assez fortes.
Je pense que vous risquez de venir très vite pour accoucher. Je dis, bah, écoutez, moi je n'ai aucune douleur, zéro douleur, mais vraiment, je sentais rien alors que j'avais des contractions assez incroyables. Je rentre, je passe la nuit, et là au petit matin, là je commence à avoir des douleurs. Et là je téléphone à ma mère, comme c'est souvent ma mère qui m'accompagne. Je lui téléphone, je dis voilà maman, je commence à avoir des contractions. Elle me dit écoute, regarde la montre, si elles sont de plus en plus rapprochées, va à l'hôpital. Donc je vérifie avec la montre. Effectivement, toutes les 5 minutes, je commence à avoir une douleur. Je réveille Majid. Majid, s'il te plaît, on va à l'hôpital. Et là, ma valise est bien sûr toujours prête. Donc ça d'ailleurs, je vous le conseille chez vous. Quand vous arrivez à 8 mois, ayez déjà votre valise prête avec les vêtements du bébé, vos vêtements, tout ce qu'il vous faut pour aller à l'hôpital au cas où un souci arrive. Vous avez tout à portée de main. Un souci ou le terme, hein, bien sûr. On ne va pas toujours penser négatif. Ici, donc, je prends ma valise qui est déjà toute prête. Majid me dépose à l'hôpital. Et là, la gynéco me voit et me dit « Ah, ben vous êtes venu chercher votre cadeau ?» Et en fait, il s'avérait que c'était le jour de mon anniversaire, le 2 décembre. Je dis « Bah apparemment, elle veut sortir aujourd'hui. » Donc, toute contente, je vais à la salle de travail. L'infirmière qui m'a mis le monitoring la veille est de nouveau là. Elle me dit « Je vous avais dit que j'allais vous revoir. » Elle place le monitoring et là, les contractions commencent, mais vraiment très très fortes. Mais la douleur, elle est moindre. La douleur est complètement supportable. Et là, elle me fait juste une petite échographie pour contrôler un petit peu la position du bébé. Donc, elle fait l'échographie, puis elle me dit « Ah, on a un souci. » Ok, bon, je la regarde et puis elle me dit « Votre bébé se présente en siège. Donc, on va tenter quelque chose pour qu'elle puisse bouger. Si ça ne va pas, on devra vous faire une césarienne. » Ok, on s'y connaît pas, hein, on suit ce que les médecins nous disent. Et à ce moment-là, ils viennent avec un grand coussin, vraiment un truc énorme, et on me met dessus d'une façon, une certaine position, et on m'a laissé comme ça. On me dit voilà, vous restez comme ça. 1 heure plus tard, ils reviennent vers moi, avec les douleurs des contractions encore supportables, mais voilà, il faut gérer tout ça en même temps et ne pas bouger surtout. Ils reviennent pour un contrôle au niveau de l'échographie. Et là, ils me disent félicitations, madame, vous allez accoucher naturellement. Donc, le bébé s'est remis en position comme il fallait. J'ai dit, alhamdoulilah, une bonne chose. Et en une fois, les douleurs s'accélèrent et les contractions sont de plus en plus grandes. Et là, le médecin me dit, c'est bon, vous allez accoucher. Et alhamdoulilah, j'ai pu donc ici donner naissance pour la première fois sans péridurale. C'était juste magnifique. Et puis, le plus beau dans tout ça, c'est que j'ai quand même accouché le jour de mon anniversaire, dans le même hôpital où moi je suis née. Le médecin qui m'a porté bébé a porté Soraya bébé. Donc, beaucoup d'émotions encore une fois, plein de belles choses. Et je suis donc maman là maintenant pour la 3e fois. Alhamdoulilah, que du bonheur. Et de nouveau, je sombre dans le baby blues. Donc, apparemment, je n'y échappe pas. Et voilà, tout va pour le mieux, alhamdoulilah. Ensuite, 4e grossesse. Entre Younes et Soraya, il y a 9 ans d'écart. Donc je tombe enceinte après 9 ans, vous imaginez. Et là, je retombe comme dans l'ancien temps. J'ai l'impression que c'est ma première grossesse. Tellement les premières grossesses sont loin derrière. Donc tout se passe pour le mieux. Pareil, une grossesse qui se passe bien. Et en fin de grossesse, je fais ce qu'on appelle un diabète gestationnel. Donc c'est un diabète dû à la grossesse. Et on me propose même de faire de l'insuline vers la fin de la grossesse. Bref. Et là, de nouveau, je rentre à l'hôpital. On me provoque parce que j'ai dépassé le terme. Donc à chaque fois, j'ai un souci moi avec le terme. J'arrive à l'hôpital pour qu'on me provoque. Ma maman m'accompagne. Donc on commence à lancer les contractions, les douleurs qui sont encore supportables. Donc là, j'étais à 5 cm d'ouverture. Donc il faut arriver à 10 cm pour pouvoir donner naissance à son bébé. J'étais à 5 et donc vraiment les douleurs ça va. Et ma maman qui est diabétique, je dis maman, descends en bas à la cafétéria, va manger, de toute façon c'est encore loin, on a le temps. Donc elle descend manger vu qu'elle doit prendre son médicament comme elle est diabétique. Et au moment où elle remonte, elle me retrouve complètement transformée, décomposée. En fait de 5 on est passé à 8 et là je ne supportais plus même la douleur. Là la douleur c'était insupportable. J'ai dit je veux la péridurale, je n'en peux plus. Et on me dit madame c'est trop tard, on ne peut plus vous faire la péridurale. Et donc là, c'était dur de tenir jusqu'au bout. Et puis, alhamdoulilah, j'ai fini donc par accoucher de Younes sans péridurale.
Et ça a été quoi, à merveille. Aucune complication, tout s'est très bien passé. Alhamdoulilah, 2 ans après, je tombe enceinte de Imen, donc la numéro 5, la petite dernière. Et là, la grossesse, tout va pour le mieux, tout se passe bien. Et puis en fin de grossesse, là, ce que je fais de l'hypertension gestationnelle. Donc là, je commence à avoir un problème de tension dû à la grossesse. Là, on me propose par contre un médicament pour vraiment réguler la tension. Et il s'avère qu'on me provoque également donc l'accouchement. Et là, le jour où j'ai rendez-vous, je me souviens, c'est Samira qui est venue me chercher pour me déposer à l'hôpital. Je fais mes prières, je me prépare, je prends ma valise et avant que Samira arrive, je sens qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas, j'ai un pressentiment, je me dis non, il y a quelque chose qui va se passer. Je monte en voiture avec Samira, elle me dépose à l'hôpital, on est encore dans la salle d'attente avant qu'on vienne m'appeler. Elle me tient compagnie, puis je dis Samira, il va m'arriver quelque chose aujourd'hui. Et elle me regarde, elle me dit, mais enfin, qu'est-ce que tu dis? Mais il faut pas penser comme ça, t'en as déjà eu 4, c'est bon, t'es rodé, qu'est-ce qui va t'arriver? Pense pas comme ça, change un peu ton esprit, tout va aller pour le mieux, t'es à l'hôpital, ok. Bon, elle part, je rentre à l'hôpital, et là, ma maman était donc avec Younes, donc les 3 grands, eux étaient à l'école, et Younes était encore petit, il n'allait pas encore à l'école. Donc ma mère était à la maison, elle ne m'a pas accompagnée, elle s'occupait des enfants. Et j'ai ma tante, Hafida, que j'embrasse elle aussi au passage, qui est venue, elle, me tenir compagnie à l'hôpital. Elle vient me tenir compagnie, donc pendant le déclenchement, hein, on lance le travail, elle me tient compagnie, et pareil, je me confie à elle aussi, je dis Hafida, il va m'arriver quelque chose. Je sais pas, je me sens pas bien aujourd'hui, il va m'arriver quelque chose. Et elle me dit, n'importe quoi, n'écoute pas ces mauvaises, ça va aller, t'as déjà eu 4 enfants, elle me positive si vous voulez. Bref, Afida doit partir pour aller chercher elle, ses enfants à l'école, je suis de nouveau seule, et ça cogite dans ma tête, je me dis, il va se passer quelque chose. Et là, les contractions sont de plus en plus fortes, et automatiquement, à cause de mon problème de tension, les médecins m'ont mis sous péridurale. C'était obligatoire pour éviter que la douleur ne fasse encore plus monter ma tension. Donc je suis sous péridurale. Je ne sens pas les douleurs, je ne sens rien. Et on me suit de très près, hein. On suit le travail. Et là, ma maman, entre-temps, les enfants sont rentrés de l'école, Majid est rentré du travail, est resté avec Younes et les enfants, et ma maman vient me rejoindre donc pour m'accompagner pour la suite. Donc elle revient dans la salle de travail, elle m'accompagne, on discute, hein, je suis sous péridurale, donc j'ai pas de douleur. Et puis, en une fois, il se passe un truc grave. Je fais ce qu'on appelle le décollement du placenta. C'est-à-dire que le placenta, donc la poche où le bébé est, se décolle de moi. Et là, je fais une hémorragie grave. Et en une fois, les médecins arrivent, je commence moi en une fois, moi j'étais plus ou moins assise, et en une fois, je me suis écroulée à l'arrière. J'étais encore consciente. Et là, les médecins arrivent, ça court de partout dans ma chambre, je ne comprends plus qu'est-ce qui se passe. J'entends les médecins parler, j'entends plein de trucs. Et on me dit, madame, on va vous faire une césarienne d'urgence. Et je les regarde, genre, oui, on y va. Je vais pas vous dire oui, je vais pas vous dire non. Et de là, on me transfère tout de suite au bloc opératoire. Ça a été mais très très vite. On me transfère au bloc opératoire et là, je me sens partir. Là, je me sens vraiment, je sens que je me vide complètement. Et je les entends dire, ze begint weg te draaien, parce que c'est un hôpital néerlandophone. Ja, ze begint weg te draaien, ze begint weg te draaien. Ces paroles, je les ai encore dans ma tête. Et en fait, j'étais en train de partir. Et ils disaient, on est en train de la perdre. Et en une fois, on m'a mis un masque sur le visage, un masque à oxygène. Et dès qu'on m'a mis ce masque, j'ai repris mon souffle et je suis revenue à moi. Et de nouveau là, j'étais consciente. Et donc là, ils commencent à faire la césarienne, hein, on vous opère, et en même temps, ils vous parlent pour pas que vous perdez le fil. Donc on me parle, et ils extraient le bébé, et là, ils me disent, oui madame, vous avez eu quoi au fait? Puis je regarde le médecin, je dis, docteur, c'est vous le médecin, c'est vous qui avez extrait le bébé, c'est vous qui allez me dire, qui allez me confirmer le sexe du bébé. Alors je dis, moi, on m'a dit une fille. Mais bon, parfois, il s'avère qu'à l'échographie, on se trompe. Et puis, ils se regardent entre eux, puis il me fait, ah oui, effectivement, madame, c'est une fille, félicitations. Ok, d'accord. Et puis là, je me souviens toujours un petit peu d'humour, même dans des moments pareils.
Donc les médecins ont extrait le bébé et sont occupés donc à commencer à fermer la césarienne. Et j'ai dit, docteur, c'est ouvert, vous pouvez pas m'enlever un peu de graisse? Et là le médecin il était mort de rire quoi. Il me dit, madame, je sais pas combien d'années d'expérience, on m'a jamais fait cette demande. Je dis, bah oui, c'est ouvert tant qu'à faire. Bref, et là le médecin me dit, non, pour ça il faut aller chez un autre spécialiste, moi c'est pas ma spécialité. Bref, on termine, je reviens à moi, et là ils me disent, écoutez madame, on a eu un problème avec le bébé, on a dû la réanimer, tout va bien, elle est en vie, mais on l'a prise pour la surveiller. Donc, si vous voulez, le fait que le placenta ne soit plus en communication avec moi, eh ben, elle se coupe d'oxygène, elle se coupe de tout. En fait, elle perd vie, le bébé perd vie. Et c'est ce qu'il y a eu. Ils l'ont réanimée et elle a repris vie. On me prend, moi, aussi dans une salle de surveillance pour me contrôler un peu les paramètres et tout. Je reste là jusqu'à minuit, je crois. Et puis là, on me remet dans la chambre et là, je retrouve ma mère qui... Déjà, ma mère, au moment même où c'est arrivé, elle est devenue pâle. Et je sentais que c'était quelque chose de très grave. Et bon, de toute façon, on est acteur, on ne sait rien faire d'autre que de vivre ces moments-là et de prendre conscience que la vie ne tient qu'à un bout de fil, mais vraiment un bout de fil, quoi, à un rien. Bref, on me monte à la chambre, je retrouve ma maman, on s'enlace et on se dit, c'est incroyable ce qui s'est passé, quoi. Et de la chambre, on me prend vers mon bébé quand même, on m'a autorisé à aller le voir. Donc elle était là, elle dormait toute mignonne, la petite Imen. Et puis voilà, ma maman est rentrée à la maison. C'était très très émouvant. D'ailleurs, j'ai encore de l'émotion au jour d'aujourd'hui. Et là, elle me dit, tu imagines, tu serais au fin fond de la campagne, dans un bled perdu, mais tu n'aurais jamais survécu, ni toi, ni le bébé. Je dis, ouais, subhanallah, alhamdoulilah, Dieu merci. J'étais au bon endroit et au bon moment. Surtout, j'étais à l'hôpital. C'était surtout ça le plus important, que je devais rentrer pour accoucher ce jour-là. Je remonte à ma chambre et là, j'envoie un petit SMS, je crois que tout le monde fait ça. Voilà, le truc est arrivé au monde. Donc bref, j'envoie à tout mon répertoire. Donc tout le monde sait que je viens d'accoucher. Du coup, ma soeur me téléphone. Alors, comment ça s'est passé? Et j'explique. Elle me dit, subhanallah, incroyable, tu avais un pressentiment qu'il allait y avoir quelque chose. Ma tante Afida qui m'a tenu compagnie à l'hôpital toute la journée, pareil, elle m'a dit, mais incroyable, tu avais ce pressentiment, c'est dingue, j'ai senti qu'il allait m'arriver quelque chose et il m'est arrivé quelque chose. Et donc là, après, le lendemain, Imen se porte à merveille, on me la remonte dans ma chambre, donc voilà, je peux commencer ma vie avec mon 5e bébé, 5e enfant. Et là, ça fait tout bizarre, je sais pas vous, mais quand vous avez un 2e enfant, et qu'on vous ramène le premier enfant, ou les autres qui est avant, vous les voyez tout de suite super grands, alors que vous les avez vus la veille, ils étaient encore normaux. Du coup, là, les enfants viennent me voir, et j'ai l'impression qu'ils ont grandi, mais pas possible, quoi. Ils viennent me voir, tout se passe pour le mieux, ils sortent de la pièce, et là, le médecin vient me voir. Le médecin vient me voir, et puis là, il me dit, écoutez, madame, vous l'avez échappé belle, toutes les deux. À 2 minutes près, c'était fini pour vous et c'était fini pour elle. Et là, je le regarde, je dis, oui, ben merci docteur, merci beaucoup. Voilà, d'avoir fait le nécessaire, de m'avoir sauvée, d'avoir sauvé la petite. Merci. Et il me dit, faut pas me remercier, c'est notre travail, madame. Par contre, il me dit, on a remarqué, ils ont fait une réunion, les médecins, que vous n'aviez pas la santé, en tout cas plus la santé pour rajouter des enfants, pour être encore enceinte. J'ai dit, de toute façon, docteur, vous inquiétez pas, moi, 5, c'est largement suffisant. Déjà, j'en voulais 3, donc il y a une erreur de calcul. Il m'a dit, madame, si vous voulez, on peut vous apprendre nous, à calculer comme il faut. Prenez rendez-vous à la consultation, je vous expliquerai comment faire. Enfin voilà, on a tourné un petit peu cette conversation un peu à l'humour, il était très sympa le médecin. Et puis c'est tout, je rentre. Et là, bizarrement, je fais pas le baby blues à l'hôpital. Là, je fais pas le baby blues, tout va bien. Et je rentre à la maison, et puis là, ça commence. Et là, ça commence le baby blues, mais un baby blues qui a duré 1 mois. 1 mois où je pleure. Et encore heureux, j'avais un bébé sage. Imen, elle était vraiment sage, adorable. Il n'y avait pas de quoi me mettre de mauvaise humeur ou de me mettre en stress parce qu'elle ne dormait pas ou ceci, cela. Non, elle dormait, elle était sage, adorable. Un bébé adorable.
Mais voilà, moi, cette parole-là du médecin, à 2 minutes près, vous serez plus là. Voilà, ça a cogité dans ma tête, cogité dans ma tête. Et à chaque fois, ma mère me parle, je fonds là. Majid me parle, mes enfants me parlent, même mes enfants. Et là, je pleure. Younes, il avait 2 ans. Si je lui faisais une remarque, s'il me répondait, je pleurais, ça y est, je pleurais. Le petit, j'arrivais même pas à lui répondre. Moi, j'arrivais pas. Alors que moi, d'habitude, je tiens tête jusqu'au bout. Et bref, et là, je sombre dans une dépression qui s'aggrave de jour en jour. Et je le sens. Et je m'en rends compte. Mes sœurs aussi, adorables, elles viennent à chaque fois me voir parce qu'elles savent que je vais pas bien. Donc, elles viennent pour m'occuper. Au fait, il faut s'occuper l'esprit. Et pareil, elles viennent, j'essaye de faire des efforts, j'essaye de faire la dure. Et puis là, bam, de nouveau, je pleure, je m'effondre. Et un jour, donc on avait déjà Internet à portée de main, là je commence à regarder ce qui se passe, c'est pas normal, un baby blues aussi long, c'est jamais eu de ma vie. Et donc je vois qu'on dit que si ça dure plus de 15 jours maximum, il s'avère que c'est une dépression. Et là je me suis dit, quoi? Moi déprimée? Non, jamais. Moi je veux pas sombrer dans la déprime, je veux pas être dans la dépression. Et alors je me dis, bouge-toi. Parce qu'en fait j'étais aux petits soins. J'avais une césarienne, ma maman était là, elle faisait à manger, elle faisait le ménage. Mes sœurs venaient s'occuper des enfants, Majid s'occupait de tout. J'étais comme une reine. Mais du coup, j'étais un peu mise à l'écart parce que j'étais dans mon coin avec le bébé, très sage. Mais du coup, j'avais tellement rien à faire que mon esprit ne faisait que penser à ce qui m'était arrivé. Et là, j'ai commencé petit à petit à reprendre un peu mon rôle, tout simplement, à refaire le ménage, à essayer de refaire à manger. Quand bien même je craquais, mais je craquais moins. Et petit à petit, je m'en suis sortie. Voilà, toute seule, comme une grande. Et je suis donc rétablie de cette dépression qui m'a vraiment secouée, quoi. Voilà, alhamdoulilah. Voici un petit peu mon parcours, mes expériences, mon ressenti. En tout cas, être maman, c'est quelque chose de magnifique, de magique. C'est quelque chose aussi qu'on vit sur le tas, qu'on apprend à chaque grossesse. Parce que voilà, on a beau avoir eu autant d'enfants, ça ne se passe jamais de la même manière. Donc au total, résultat, une fausse couche, 2 accouchements avec péridurale, 2 accouchements sans péridurale, et alors la dernière avec la césarienne. J'ai donc eu la totale. J'ai tout testé, et franchement, que vous dire? Le plus important, c'est vraiment de choisir un bon hôpital, d'être bien suivi, et de se laisser aller, quoi, tout simplement. De vivre cette expérience jusqu'au bout. Parce que l'accouchement, c'est toute une étape. La grossesse déjà, puis l'accouchement, puis après, il faut s'occuper du bébé, il faut l'éduquer. Donc c'est un cheminement très très long, interminable, mais qui nous procure aussi beaucoup de bonheur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me mettre en témoignage vos expériences, à me raconter comment ça s'est passé. Si vous aussi vous êtes passé par des expériences douloureuses, difficiles, ou encore aujourd'hui, voilà, on n'oublie pas, hein, on n'oublie pas, ça c'est sûr. Enfin voilà, alhamdoulilah, je vous remercie. J'espère, comme je vous l'ai dit, que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très très vite pour une prochaine story time. N'hésitez pas à me mettre aussi des idées en commentaire. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Que la paix soit sur vous. Prenez soin de vous. Bye!